Donc bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour nous écouter. Alors on a un micro qu'on va se passer, donc on peut avoir quelques petites latences. Je te laisse rapidement prendre le micro. Oui, voilà, j'ai le micro. On peut démarrer, je pense, la présentation. Alors désolé si vous m'entendez pas bien, il faut me le dire. Parce que je sors d'une angine, donc je ne veux pas vous le passer. Ça marche? C'est pas assez fort, c'est ça? Vous nous entendez, Montpellier? C'est bon? Ok, super. Donc ce soir, j'aimerais, avec Clément, vous faire un petit retour d'expérience sur Crédit Agricole qui a mis en place une plateforme d'observabilité avec Grafana, donc une plateforme centrale et multitenant. Donc qui sommes-nous? C'est moi d'abord. Moi, je m'appelle Clément Duvaux, je travaille chez Grafana en tant qu'ingénieur solution. Donc, mon boulot, c'est de voir des clients et de voir est-ce que on peut résoudre leurs problèmes avec nos solutions et comment et les aider, voilà, tout simplement dans leur projet. Et donc je me présente, Maxime Calvez, je suis lead SRE chez Crédit Agricole Groupe Infrastructure Plateforme. Et vous pouvez me suivre sur LinkedIn si jamais ce n'est pas fait. Alors, une rapide présentation de Grafana Labs. Alors, chez Grafana Labs, on édite bien évidemment Grafana, d'où le nom. Mais l'ensemble de la stack logicielle qu'on édite, c'est principalement la stack LGPL que vous voyez en haut, pour Loki, Grafana, Tempo, Mimir, qui correspondent Loki avec L pour les logs, Grafana, c'est pour afficher des graphes, c'est la visualisation que vous connaissez très certainement, Tempo pour les traces, Mimir pour les métriques. Et on est une boîte open source, donc on travaille sur énormément de projets open source dans l'observabilité, donc typiquement OpenTelemetry, etc. Et pour pas juste vous faire une slide marketing, peut-être une petite anecdote marrante. Est-ce que vous savez pourquoi Grafana, ça s'appelle Grafana? Ok, personne, cool. En fait, Grafana, ça s'appelle comme ça parce que c'est un fork de Kibana pour Graphite, au départ, puisque le fondateur de Grafana, en fait, quand Kibana est sorti, il a demandé à Elastic, c'est super cool, mais moi j'aimerais bien voir mes graphes de métriques, de graphite dans Kibana. Et grosso modo, ils lui ont dit, ça ne nous intéresse pas. Donc il a forqué Kibana et il a mis graphite dessus et c'est devenu Grafana. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez appris quelque chose ce soir. Du coup, rapidement, pour vous présenter un peu dans mon contexte, j'ai fait volontairement un focus sur mon équipe et sur la tribu dans laquelle j'appartiens, qui est Renops, qui du coup va partager des valeurs communes comme le build to run, la qualité de service, l'homogénéisation des pratiques. Et donc, on a 4 squads, DataOps, Data, InternetOps et CloudOps. Donc moi, je suis chez CloudOps, où on s'occupe de faire des plateformes d'observabilité pour les produits natifs. Et donc, on fait aussi le maintien opérationnel. Donc, en quelques chiffres, c'est assez gros, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe? On a aujourd'hui 4 orchestrateurs d'Elastic qui maintiennent 215 clusters Elasticsearch. Ça représente à peu près 1575 instances d'Elasticsearch en production. Et on supervise plus de 800 workers Kubernetes. Volontairement, je n'ai pas mis des chiffres Grafana pour ne pas vous spoil le retour d'expérience. Et donc, je vais introduire le sujet de notre problématique au sein de Crédit Agricole avec un petit constat. Dans les grands groupes, on se rend compte que, au fur des années, les entreprises collectionnent des outils de monitoring, d'observabilité. L'objectif, c'est de répondre à un objectif applicatif bien spécifique. C'est pour ça qu'on va plutôt utiliser des fois du Datadog, du Grafana, du Elastic, du Dynatrace. C'est super, on a plein d'outils pour faire de l'observabilité.
Toutefois, ça pose un problème. Celui de gérer son temps d'intervention et son temps de résolution. Quand on a plein d'outils, ce qui va se passer, c'est qu'il faut maîtriser tous ces outils-là d'un point de vue interface graphique, au niveau des boutons, quel clic il faut faire, les requêtes qu'il est possible de faire. Il faut les connaître parfaitement quand on fait du troubleshooting. Et donc tout ça, ça ralentit forcément nos temps d'intervention et nos temps de résolution. Donc je vous mets ici un petit exemple. On a un développeur qui va déployer son application dans un cluster Kubernetes. Et à un moment donné, il va se poser la question de son observabilité. Pour ça, il va avoir du Elastic pour les logs, du Prometheus pour les métriques et du Dynatrace pour des traces applicatives. Donc déjà, il y a une complexité, ce n'est pas les mêmes data sources, mais en plus, chez nous, ce n'est pas géré par les mêmes équipes. Chaque source de données que je vous présente ici sont gérées par des équipes différentes. Et donc, en tant que développeur, il va falloir trouver ces équipes dans toutes les équipes qui peuvent exister au sein de Crédit Agricole, leur demander des accès avant de pouvoir faire de l'observabilité. Et donc, voilà l'expérience qu'on a en tant que SRE quand on a des incidents. Pour information, j'ai 2 écrans. Ce n'est pas suffisant. Donc, il y a clairement un problème pour le SRE qui veut troubleshoot. Et c'est l'idée qu'on a eue de justement s'appuyer sur la solution Grafana pour répondre à ce type de problématique. Donc maintenant, je vais complexifier un tout petit peu le projet du développeur. Il va utiliser du Kafka pour faire de la queue, du PostgreSQL pour du stockage persistant. Et là, on se rend compte d'un deuxième problème, celui d'avoir plusieurs Grafana gérés par des équipes différentes. Donc une équipe A, B et C qui vont proposer du Grafana, pas forcément avec les mêmes versions, pas avec le même modèle pour l'utiliser. Chacun va mettre un peu son grain de sel dans son Grafana pour le proposer aux autres. Donc la solution serait d'avoir une plateforme commune. Et donc cette plateforme centrale, elle va répondre à des problématiques liées à la conformité de nos usages dans le troubleshoot, à éviter de perdre de l'efficacité dans nos analyses et des erreurs potentielles. Erreur classique, quand on a plein d'outils, c'est de se tromper typiquement sur le timestamp de l'intervalle qu'on regarde. Ça m'est déjà arrivé. Je fais une analyse. Au bout d'1 heure, je me dis « Ok, c'est ça la logique. Le problème, il est là. » In fine, je m'étais trompé d'intervalle sur un des outils. Donc, on recommence tout et on repart sur une analyse. Et donc, maintenant qu'on a cette idée de plateforme centrale, on va imaginer quelles sont les fonctionnalités qu'attendent nos développeurs. Premièrement, consommer de la donnée facilement. Là où aujourd'hui, c'est très compliqué pour un développeur, on veut lui faciliter son accès à la source de données. Ensuite, les contrôles d'accès. Il faut imaginer qu'au Crédit Agricole, on est une grande famille, 250 marques du Crédit Agricole. Dans chacune des marques, il y a des départements, il y a des équipes dans les départements. Et tout ce monde, réuni dans une seule plateforme, il faut éviter qu'on puisse voir les données des voisins. Comment on va gérer ça? Et enfin, pourquoi on fait du Grafana? C'est pour visualiser et idéalement en un seul point. Donc maintenant, Clément, que je t'ai présenté un peu la difficulté du projet, est-ce que tu aurais des choses à me proposer? Alors, typiquement, les 3 points qu'on a abordés, la consommation des données, les contrôles d'accès et la visualisation en un point, tout ça, c'est des choses qu'on a dans Grafana. Dans Grafana Open Source, vous avez le dashboarding et la consommation de données, où qu'elle soit. Grafana, c'est basé sur un système de plugins, c'est une architecture de plugins. Donc, quelles que soient les sources de données, vous pouvez y accéder. Que ce soit des données, des bases de données relationnelles, des SaaS comme Salesforce, un ERP comme SAP. Vous pouvez accéder à ces données-là
et les visualiser en un seul point. Le dernier point qui va manquer, c'est le Role-Based Access Control. Il y en a un dans l'open source qui est assez limité, et il y a une version Enterprise qui est disponible dans Grafana Enterprise. Ok, c'est fort intéressant. On va voir si ça va répondre, in fine, à notre problématique. Donc, chez Crédit Agricole, on aime bien renommer les offres. Donc, on l'a nommé Apsana, ce qui va justement être proposé aux développeurs pour visualiser ces données. Donc, maintenant qu'on en est là, Clément, moi, c'est dans ma tête assez clair. Je veux faire une plateforme centrale avec quelques fonctionnalités. Par contre, tu doutes bien que je vais avoir quelques petits défis à te faire surmonter. Le premier étant la fiabilité. Ok. Alors déjà, Grafana, c'est pensé pour du cloud native. Donc il y a moyen de faire des choses qui soient répliquées et qui vont être résistants à la panne. Mais surtout, ce qui est important, c'est la pratique autour de ça. Et notamment, c'est de faire une production readiness review. Donc ça, je pense que si vous êtes SRE, vous savez à peu près de quoi on parle. Donc ça, typiquement, c'est des choses que nous, on va aussi proposer, puisqu'on a beaucoup de clients qui vont installer des Grafana dans des conditions plus ou moins complexes. Et donc, on va pouvoir aller voir ensemble si ce que vous voulez installer chez Kajuk va correspondre en termes de qualité. Comment vous allez l'installer? Est-ce que ça va correspondre à vos objectifs? Donc la première question quand on fait une Production Readiness Review, c'est est-ce que vous avez des SLA, des SLO à atteindre et quels sont-ils? Alors du coup, c'est une très bonne question qu'on s'est posée. Et pour te faire une réponse assez simple, on vend aujourd'hui pour cette plateforme une disponibilité de 99,95. Et comme tu l'as dit, on est un peu SRE, donc il y a une notion de SLO propre aux pratiques SRE, où notre objectif, du coup, c'est d'atteindre 99,98. Et on s'appuie sur les 4 signaux d'or qui sont la latence, le trafic, la saturation et les erreurs, qui vont être des indicateurs permettant de savoir si on a des risques au niveau de la disponibilité et faire de la corrélation entre eux. Typiquement, une latence, si elle continue à s'accentuer, peut provoquer une indisponibilité. Donc c'est bien de le détecter en amont. Maintenant que je t'ai présenté un peu mes engagements, je vais te présenter un peu l'archi. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur du cloud, on a fait le choix d'être en on-prem. On a aujourd'hui une plateforme Kubernetes qui nous permet de déployer des pods applicatifs sur 3 data centers. Et tu peux voir aussi qu'on a externalisé la base avec du PostgreSQL. C'est une autre équipe qui nous le propose en tant que service. Donc on la consomme en actif-passif. Alors ça correspond exactement aux pratiques que nous, on demande à nos clients d'avoir on-prem. C'est d'avoir un Kubernetes et selon le niveau de disponibilité que tu veux, d'être en multi-DC. Mais en tous les cas, quand tu veux atteindre des objectifs aussi ambitieux, nous, on propose du support quasiment que sur Kubernetes à ces niveaux de disponibilité. Oui, donc ça correspond exactement à ce qu'on proposerait. Ok, j'ai pas fait d'erreur, du coup ça va, on va pouvoir poursuivre la production Readiness Review. Maintenant, si on regarde côté Kubernetes, effectivement, on a regardé pour mettre en place du HPA. Aujourd'hui, je pense que c'est primordial d'en mettre quand on fait de la production, surtout au niveau qu'on peut avoir au Crédit Agricole. Et donc, ce qui va nous permettre en fait qu'en cas d'incident, qu'est-ce qui se passe? Tous nos utilisateurs côté opérationnel vont avoir un réflexe, consulter le Grafana. Et là, ce n'est pas le moment pour que la plateforme crache. Donc l'idée du HPA, c'est d'absorber cette charge quand elle arrive, puis quand l'incident est résolu, les utilisateurs ne regardent plus trop et on peut redescendre le dimensionnement de la plateforme.
J'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Effectivement, c'est une bonne pratique d'avoir du horizontal pod autoscaler sur Grafana parce que un Grafana qui marche, quand vous avez une infra qui marche bien, typiquement, vous n'allez jamais aller voir votre Grafana. Vous n'allez pas avoir envie d'aller troubleshooter quand il n'y a pas de problème. Donc effectivement, il vaut mieux consommer moins d'infrastructures quand vous n'en avez pas besoin et de pouvoir scaler dès qu'il y a des incidents, quoi. Alors, j'aurais une question pour toi. Mes utilisateurs souhaitent faire de l'alerting. Est-ce que tu aurais une pratique à me recommander? Alors c'est un très bon point. Sur Grafana, vous pouvez faire de l'alerting. Et le problème que tu vas avoir en étant sur un Kubernetes et en ayant plusieurs pods, c'est que tu ne veux pas avoir 12 alertes qui sont lancées quand tu as tes 12 pods qui détectent une alerte. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible aussi dans Grafana, le Unified Alerting. Donc il faut l'activer, le configurer, mais tu vas pouvoir synchroniser l'alerting entre tous les pods et donc avoir un alerting headless. Tu peux continuer de le manager depuis ton UX Grafana, mais il y aura qu'un seul, ils seront synchronisés entre eux, et donc tu n'as plus de doublons ou de risque que ça ne soit jamais traité. Ok, bon, je vais regarder la doc, écoute. Bon, il s'avère qu'on a exactement la configuration ici qui marche très bien, on a testé. On a créé une panne volontaire, on a vu que l'alerting fonctionnait très bien. Maintenant, je t'ai parlé tout à l'heure d'engagement et il est important de les suivre au travers de SLI. Côté SRE, c'est une pratique qu'on fait souvent. Et donc, on a mis le service monitor qui va nous permettre, du coup, de ce que j'ai pu voir, des métriques un peu plus fines, mais clairement, il y en a beaucoup trop. Est-ce que tu peux pas m'aider à regarder ça ensemble? Alors effectivement, on peut regarder les métriques pour drop celles qui ne t'intéressent pas, mais ce qui est important, c'est déjà au moins de toutes les collecter. Donc dans la stack LGTM, vous avez toujours un endpoint pour Loki, un endpoint pour Grafana, etc. où vous pouvez avoir des métriques sur comment se comporte votre installation. Donc typiquement, savoir la latence, savoir s'il y a des erreurs, etc. Et donc contrôler les indicateurs de qualité que tu voulais. Donc faire du méta-monitoring. Donc ça, c'est bien ce que tu l'as activé, c'est important et ça correspond et c'est là que tu veux avoir. Et vu le prix que ça coûte de stocker une métrique Prometheus, prends-les toutes et une fois que tu auras identifié celles qui ne te servent pas, drop-les plutôt que de faire le tri en amont. Ok, écoute, on va regarder ça ensemble. Donc ça, c'était un peu le premier défi de fiabilité. J'en ai pas qu'un de défi à te proposer. Le prochain, c'est le multi-tenant. Donc, je vous ai raconté que Crédit Agricole était une grande famille. Et donc, effectivement, avec Grafana, comment on fait pour justement gérer tous ces droits, donner la possibilité aux utilisateurs de cloisonner un peu leurs données pour les partager uniquement à un public cible et pas à tout le monde. Eh bien, écoute, le mieux, c'est qu'on fasse une démo. Allez. Alors, on avait déjà parlé du fait que c'était possible d'avoir un... Ah, c'est sur quoi l'écran? Faut que tu... Ah, il est là. Ok. Je te tiens le micro. Non, c'est bon, merci. Alors, sur Grafana Open Source, il y a des droits possibles. C'est trop petit? Merci. Il y en a qui suivent dans le fond. Si tu veux zoomer à droite. Ouais. Plus. C'est bon, nickel. Alors, dans Grafana Open Source, il y a des droits, mais ils sont assez basiques. Il y a globalement l'admin qui peut tout faire, l'éditeur qui peut éditer des dashboards, des data sources, et le viewer qui peut juste regarder ce qui existe et rien modifier. Donc, ce n'est pas suffisant dans le contexte de Crédit Agricole ou de toute grande entreprise qui va se retrouver avec
des données qui peuvent être sensibles. On peut se retrouver avec des données business, des données personnelles dans les logs. On peut se retrouver avec beaucoup de collections de données et pour parfois même des entités qui n'ont rien à voir entre elles. Je pense que c'est le cas aussi chez Kagip, vu que pareil, j'ai une grande famille. Et donc, on va voir un petit peu comment fonctionnent les arnaques avancées. Donc, sur cette instance Grafana, je me suis connecté en tant qu'admin et on va aller voir comment fonctionnent ces droits. Donc, je vais aller dans les tableaux de bord et dans les dashboards, j'ai accès à toute une collection de folders et de dashboards qui existent. Et on peut voir que, par exemple, dans un folder, je vais prendre celui de la finance, j'ai une gestion des permissions. Donc sur le folder finance, tout ce qu'on a fait, c'est dire l'équipe de finance, elle a le droit de voir ce folder. Elle n'a pas plus de droits que ça, donc ça veut dire que toute personne qui va faire partie de l'équipe de finance pourra voir les tableaux de bord qui sont dans ce folder, mais ils ne pourront pas les éditer ni modifier le folder en lui-même. Donc c'est déjà un premier niveau qui est assez simple. Vous faites vos équipes et vous pouvez leur assigner des folders pour qu'ils ne voient que les folders qui ont du sens pour eux. Maintenant, si je descends dans un tableau de bord, je vais retrouver le même concept. Si je vais dans les réglages, voilà. Donc, pareil, ici, on va revoir les droits hérités du folder. Et on voit que mon utilisateur fmarshall, il a des droits d'édition. Donc, qu'il soit de l'équipe de finance ou pas, ce n'est pas important. Il aura des droits d'édition. Donc, les groupes qu'on peut créer sont assez simples. Quand on veut créer des permissions, il y a 3 ensembles. Du plus petit au plus grand. Le plus petit, ça va être le user ou le service account. Le service account, c'est plutôt pour un accès programmatique, mais c'est à peu près la même idée. Les équipes, donc collection d'utilisateurs tout simplement, et les rôles. Donc les rôles, ça, c'est là où vous allez pouvoir retrouver des droits plus fins. Vous allez pouvoir donner des droits vraiment bien spécifiques. Et les rôles, vous pouvez les assigner à des équipes ou à des utilisateurs. Donc, les concepts sont assez basiques. Et ensuite, si vous voulez avoir un petit peu d'automatisation, alors soit vous pouvez utiliser les API ou Terraform, soit tout simplement, le premier niveau à utiliser, c'est la synchronisation des équipes. La plupart des entreprises, à partir d'une certaine taille, vous allez avoir un ensemble, vous allez avoir un identity provider. Un LDAP ou un Azure AD, Google Workspace, qu'importe. Et donc, plutôt que de recréer vos équipes, vous pouvez synchroniser ces équipes directement. Et donc, dire à Grafana, voilà, quand tu trouves quelqu'un, quand quelqu'un se connecte et qui fait partie de cet ID sur le LDAP, tu me l'ajoutes dans cette équipe. Alors, il peut faire partie de plusieurs équipes, puisque dans un LDAP, c'est possible d'être dans plusieurs groupes. Mais comme ça, votre utilisateur, vous gérez sa position dans l'entreprise avec un processus RH classique. Quelqu'un qui est à la finance et qui passe à la DSI, par exemple, il va être bougé de place dans le LDAP, normalement, si votre boîte fait bien les choses. Et il sera déplacé aussi dans Grafana. Mais quand on voit ça, il reste quand même un problème. Est-ce que quelqu'un a une idée du problème majeur ? Le problème, c'est que quelqu'un qui a le droit d'éditer un tableau de bord ou d'explorer des données peut accéder à tout. Vous lui donnez les droits d'édition sur un tableau de bord de finance. Qu'est-ce qui l'empêche de modifier un panneau et d'aller chercher toutes les data sources? Et ça, c'est aussi possible dans Grafana Enterprise. Dans les data sources, vous avez une gestion des permissions. Hop. On a la data source. Donc, je vais prendre par exemple ma base de données finance et j'ai un set de permissions pour l'équipe de finance. Donc, ils ont le droit de faire des requêtes sur cette data source. Mais donc, si je leur donne accès à un dashboard dans lequel il y aurait des données qui viennent de la direction, par exemple, ils pourraient toujours accéder au dashboard, mais s'ils n'ont pas les permissions sur la data source, ils ne pourront pas voir les données. Et pareil, si quelqu'un a le droit d'explorer les données, il ne pourra pas explorer des data sources
sur lesquels il n'a pas été assigné, ou son équipe n'a pas été assignée. Donc on va se déconnecter et se connecter avec un autre utilisateur pour voir cet effet. Hop. Je me déconnecte, je vais me reconnecter. Je joue avec ma connexion. Eh mince, je me suis trompé de mot de passe. Ok, et là, dès la page d'accueil, vous allez pouvoir voir qu'on a déjà des limites, c'est-à-dire que cet utilisateur, il n'a pas le droit de voir les bases de données sur les niveaux d'usage de Grafana et des métriques, etc. Donc il a déjà une erreur, il ne peut pas voir ces informations-là. Si je vais dans mes tableaux de bord, on va voir que je suis très limité. Maintenant, je ne peux plus voir que le folder finance. Le reste est invisible pour moi. Et si vous vous souvenez bien, là, je me suis connecté avec F-Marshall, donc il a des droits d'édition sur ce tableau de bord finance. Donc typiquement, il pourrait prendre un panneau et dire je vais l'éditer, je vais aller voir les bases de données du marketing. Et ce n'est pas le cas, il va être limité aux bases de données qui sont disponibles pour lui, uniquement, lui et son équipe. Et donc, voilà, vous avez protégé vos données, vous n'avez toujours qu'une seule instance de Grafana, vous pouvez avoir autant d'équipes, d'utilisateurs, de rôles que vous voulez, mais vous limitez l'accès aux données dans le contexte de votre entreprise. Est-ce que ça répond exactement à la question pour Kajip? Oui. Parfait, ça tombe vachement bien pour cette présentation. On peut peut-être continuer la présentation alors. Allez. Maintenant, il faut que je retrouve où est-ce qu'elle est. Et tu as juste à baisser ta page. Impeccable. Merci Clément pour la démo. J'y vois déjà plus clair sur comment tu gères les habilitations dans Grafana. Et donc, voilà le résultat in fine. On a travaillé avec Grafana pour développer notre airbag adapté à nos besoins. Donc en fait, on crée un admin data source parce que par défaut, tous nos utilisateurs arrivent en viewer sur la plateforme. Une fois qu'ils arrivent viewer, suivant dans quelle équipe ils vont être, parce que nous on a deux topologies d'équipes, admin et user. L'admin va hériter du airbag pour créer des sources de données, les modifier, gérer les permissions, voir les équipes et utiliser la fonctionnalité d'Explore. Si vous êtes dans une équipe read-only qui ne bénéficie pas du airbag, vous n'avez que des accès en lecture sur ce qu'on vous a donné en termes d'équipes qui, eux, ont des airbags positionnés. Et donc, voilà ce qu'on obtient à la fin, un catalogue Crédit Agricole avec ses sources de données au seul et même endroit. Du coup, mon développeur, il est content parce qu'il peut consommer rapidement du Prometheus, du Elastic, du Dynatrace, du PostgreSQL, ce qui n'était pas possible avant. Et on est allé un peu plus loin. On a un portail self-service pour nos développeurs qui leur permet de consommer nos offres. Et aujourd'hui, on leur met à disposition notre offre Apsana. Ils remplissent un petit formulaire avec quelques informations. Et en fait, il y a une automatisation qui se lance derrière qui va créer le folder avec les permissions, les équipes, pour ajouter les airbags pour les équipes admin. Et à la fin, le développeur, qu'est-ce qu'il obtient? Une petite URL. Il clique, il a accès directement à son folder, il peut consommer les sources de données, il peut créer des dashboards et créer des nouvelles sources de données. Et ça prend 5 secondes. Donc, on est pas mal, Clément, sur ce airbag et sur la mise à disposition de cette plateforme. Je t'avoue qu'il y a une dernière chose que j'aimerais te parler. J'ai mon manager, il est venu toquer. Et il m'a dit, écoute, là on est en avril, en juin, je veux 350 utilisateurs actifs dans les 30 derniers jours. Et là, le problème se pose, est-ce que tu aurais quelques indications à me donner? Alors effectivement, nous on n'y pense pas forcément parce qu'on est tech, on est dans une équipe de 10 personnes à la DSI,
On s'installe un logiciel, ça marche, tout le monde est content, on arrive à répondre à nos propres questions. Il y a combien d'utilisateurs en cible? 1200. Oui. 1200 utilisateurs cibles, et ils ne sont pas tous à la DSI, ils n'ont pas tous utilisé Grafana. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu de comment je réponds aux questions de 1200 personnes, comment je fais en sorte aussi qu'ils ne me posent pas de questions, parce que je n'ai pas le temps de répondre à 1200 personnes, et donc une stratégie d'adoption, c'est important. Donc on peut faire des choses aussi avec Kagip, animer des sessions avec vous, vous donner du contenu, etc. Mais il faut aussi que vous ayez réfléchi à comment je vais aider mes utilisateurs à adopter la plateforme et à bien l'utiliser. Ok, ça m'avance pas plus. Moi, je suis nul en stratégie d'adoption. Du coup, je vais sortir mon téléphone, je vais lancer ChatGPT. Comment avoir 350 utilisateurs sur Grafana en 3 mois? La réponse, la voici. En avril, lancement de la plateforme. Là, je me suis fait plein d'amis. J'ai lancé plein de communications, que ce soit par mail, Teams, articles intranet, pour que tout le monde soit au courant que cette plateforme était sortie, qu'elle répondait à un besoin. Ensuite, on a fait un choix avec l'équipe d'organiser 2 sessions par semaine avec les utilisateurs ou nos futurs utilisateurs. On a fait ça jusqu'en juin. Alors au début, c'était marrant parce qu'on présentait la plateforme, on démontrait un peu les usages. Et vers la fin, on avait des sessions c'était l'utilisateur au tout début des sessions qui venait faire une présentation de son cas d'usage dans la plateforme et montrer ce qu'on était capable de faire avec Grafana, pardon. L'habitude. Et puis enfin, on était dans ce mouvement-là, puis on s'est dit, on va inviter Grafana, je suis un peu flemmard, on va les faire travailler aussi pour faire adopter la plateforme. Et donc, est-ce que Clément, on ne pourrait pas s'organiser un petit webinar ensemble? Alors clairement, c'est quelque chose qu'on peut faire, parce que comme tu as dit, tu es un bon informaticien, donc tu es un flemmard. Des webinars, on l'a déjà. Parce qu'on en fait plein. Donc, pas de problème pour en organiser un avec tes utilisateurs. Eh bien, écoute, c'est parti. On va faire dans ce cas-là un petit webinar. J'ai une petite idée. Comment on fait des dashboards? Parce que c'est vraiment le premier cas d'usage quand on arrive sur la plateforme. Bon, le webinar est déjà passé. Si vous voulez vous inscrire, c'était déjà trop tard. Mais on a eu des très bons retours de nos utilisateurs. Et enfin, on est parti avec l'équipe RH pour faire une formation interne dans le contexte Crédit Agricole de la plateforme. Session bouclée en 2 heures. On avait rempli la session. On a encore plein de gens qui sont en attente d'une nouvelle session pour se former à la plateforme. Et enfin, des indicateurs. Donc, il y a 2 indicateurs qui vont être importants. Le premier, c'est pour ceux qui payent du Grafana, c'est les 30 derniers jours. Regardez le nombre d'utilisateurs connectés. Et puis, dans notre contexte, on avait une seconde problématique, c'est combien d'instances Grafana on arrive à décommissionner. Je te montre ça? Oui. Donc, au niveau des résultats, on a aujourd'hui décommissionné 60 instances Grafana. Il y a actuellement 40 instances en migration vers notre plateforme. Je vous garantis que les équipes, elles étaient heureuses comme tout de se débarrasser du maintien opérationnel de la plateforme et de se focaliser sur la création des dashboards et la mise à disposition des sources de données. Donc ça, c'est le premier résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça veut dire que vous aviez 100 instances que vous avez décommissionnées ou qu'il y en a 100 en tout dans Crédit Agricole? On en a décommissionné 100, mais il en reste encore plein. Oui. Ok. Bon, ça fait déjà 100 instances qui ne sont plus à maintenir. Et ça fait autant de travail disponible pour des ingénieurs qui maintenaient ces plateformes. Maintenant, j'aimerais te montrer les utilisateurs connectés dans les 30 derniers jours. Donc, au lancement, on était à 46 utilisateurs au 5 avril. Les 46 utilisateurs, c'est des gens de mon équipe
mais aussi plein d'utilisateurs en bêta qui ont essuyé les plâtres avec nous de la plateforme. Donc ça, c'est 46 courageux globalement. Et on a répondu à 13% de l'objectif de mon manager d'atteindre les 350. Un mois après, on est à 163 utilisateurs. On répond à 47% de l'objectif. Donc là, on est au 5 mai. Je vous montre maintenant 2 mois après. Le 5 juin, on est à 261 utilisateurs. Donc on voit que la courbe progresse gentiment. On est à 74% de l'objectif. Il reste un mois. Dans l'équipe, on est tendu. On regarde tous les jours le score et on se dit on peut y arriver, ça peut marcher. Et bien, in fine, on échoue à 315 utilisateurs, soit 90% de l'objectif. Pour moi et pour mon équipe, c'est une fierté parce qu'un parcours d'adoption, c'est la première fois qu'on en a fait. Et atteindre cet objectif à 90%, pour nous, c'était vraiment une réelle réussite et le manager était très content. T'en penses quoi, toi, Clément? Alors, si la direction est contente, très bien. La question, c'est, du coup, vous avez maintenu la plateforme, puisque le manager est content. À partir de quand vous avez atteint l'objectif? Si c'est dans 3 mois, c'est... Ouais, donc c'est... 12 jours. 12 jours. Bon, ça va. C'est OK. En plus, c'est au milieu des vacances. Effectivement, on est début juillet. Et là, je vais vous montrer un autre graphique, 6 mois après. Là, on voit qu'on est en France. Pourquoi? 7 juillet, 8 août, 1er septembre. La courbe est quasi plate. Et on voit qu'au 1er septembre, on reprend de plus belle. Les gens sont revenus de vacances, ils sont reposés, ils sont en forme, ils ont envie d'utiliser du Grafana et ils viennent en force. Et donc, au 30 septembre, on a 472 utilisateurs. Maintenant, ce n'est pas fini. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre en fin d'année 1200 utilisateurs. Donc, on a encore beaucoup de routes à faire ensemble, Clément, et je vais te faire travailler, rassure-toi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est pas tout à fait fini. Vous avez le droit d'applaudir quand même. Alors, comment on gère l'alerting et comment on définit au final les règles? Nous, côté plateforme, on met à disposition la fonctionnalité d'alerting. Je ne suis pas un expert d'utilisateur. Là, j'aurais dû nous ramener quelques petits utilisateurs pour te présenter comment ils font. Mais globalement, de ce que moi j'ai pu voir dans les usages, c'est il y a des sources de données comme Prometheus qui embarquent un certain nombre de règles prédéfinies. Donc, quand on a un peu la flemme, on va utiliser ça, c'est bien pour commencer et faire son alerting avec ça. Et après, je vois d'autres utilisateurs connaître bien leur contexte applicatif et en fait, ils vont directement modeler l'alerting dans l'interface quand ils sont dans leur folder. Oui. C'est ça, c'est l'utilisateur qui définit ses propres règles. Alors, on a une équipe qui gère toute la partie incident qui pourrait effectivement répondre là aussi. Je leur poserai la question, effectivement, est-ce qu'ils constatent moins d'incidents ou en tout cas une meilleure gestion? En tout cas, on leur souhaite en venant dans la plateforme. Oui. Moi, j'avais une question sur le... là-dessus. Par contre, le coût de Grafana Club, comme utilisateur, à mon avis, ne doit pas être léger. Parce que en gérant une primaire, ça coûte moins cher, la version un peu plus chère, mais il y a des coûts en termes de coûts, ça représente des dizaines de milliers d'euros, ça représente des centaines de milliers d'euros par an. C'est compliqué de s'imager. On a beaucoup de métriques, mais voilà, d'infos, mais un petit peu en termes de... Parlons argent.
Du coup, nous, on est en on-prem, donc on n'est pas sur l'offre cloud. Donc ça permet aussi de réduire les coûts par rapport à l'offre cloud, mais qu'on a notre propre matériel et on mutualise les coûts avec une seule équipe qui va gérer ce Grafana. Aujourd'hui, on est plutôt en centaines de milliers d'euros. Quand on veut accueillir 1200 utilisateurs sur de l'observabilité qui est assez sensible, effectivement, ça a un coût. On a fait quand même le calcul en allant dans le cloud. On est quand même moins cher que d'aller dans le cloud. Ah, que d'aller dans le cloud. Et du coup, ça vaut aussi moins cher que d'avoir un moteur qui fait instants, de temps humain peut-être? Alors j'ai eu la flemme de calculer, effectivement, si en termes de temps humain, c'était gagnant pour ces équipes-là, on leur faisait économiser. Je pars sur le principe que quand on est à 60 instances, 40 qui vont arriver, ce n'est pas les seuls. On va gagner à chaque fois un petit peu, et l'idée c'est vraiment de fédérer tout le monde sur un Grafana et qu'on arrête de monopoliser des gens à faire ce métier-là. Oui. J'ai une question sur Grafana plutôt. Je te laisse répondre. L'observabilité, ça m'en parle beaucoup. On entend parler aussi d'IAOps. Et dans la stack Grafana, est-ce que ça arrive? Alors, la question porte sur l'IAOps, l'AIOps. Alors, on ne fait pas d'AI, on fait surtout du machine learning. Parce que, alors c'est une question de sémantique d'abord. L'AI, ça fait les choses. Le machine learning, c'est pour de la prise de décision. Donc, nous, on est plutôt dans l'idée de repérer. Typiquement, il y a un incident. Donc, passer un ensemble de règles de machine learning pour déterminer que, OK, il y a des patterns d'erreurs de logs dans les logs. Il y a des traces qui sont plus lentes. Il y a des métriques de CPU throttling qui explosent, etc. Mais pas prendre de décision. Montrer ça à des ingénieurs qui traitent ces incidents pour dire c'est peut-être corrélé à votre problème, prenez ça en compte. Donc c'est purement une question sémantique, mais oui, il y a des fonctionnalités de machine learning sur Grafana. Ouais. Sur la stack complète. Si Grafana, c'est la plateforme unique, on les observait tous. Qui observe Eh ben, c'est toujours le jeu quand on fait de l'observabilité, des solutions d'observabilité. Donc c'est une poupée russe, on a l'impression. Pour le coup, c'est nous-mêmes qui observons la plateforme Grafana. Aujourd'hui, on a un gros background sur Elastic, donc on utilise ces connaissances pour extraire les logs, les métriques du Grafana et le monitorer dans un autre outil, pas dans le même cluster pour le coup que le Kubernetes, pour éviter justement de ne plus avoir cet état de santé, le dernier souffle de vie qu'a eu notre Grafana, d'avoir toujours accès aux métriques. Alors, est-ce qu'on met en œuvre les fonctionnalités de machine learning? Pour le coup, non, on est vraiment aujourd'hui sur la partie Grafana Dashboard. Demain, on a d'autres projets avec Grafana. Pas encore de machine learning, à vrai dire, mais ne jamais dire jamais. Du coup, vu que vous êtes un peu... Alors la question c'est est-ce qu'on a implémenté OpenTelemetry pour nos usages d'observabilité? Actuellement non. Par contre c'est quelque chose qu'on réfléchit, on est en train de poker des choses pour justement identifier si d'un point de vue stratégique on peut aller vers ce type de projet open source qui propose un standard assez sympa. Et j'ai pas de doute que ça fonctionne avec Grafana.
Alors avec Grafana directement, il y a je pense une petite incompréhension, c'est que tu as une appli qui va générer des logs, des métriques, et ça, avec OpenTelemetry, tu vas les mettre dans une base de données à un moment donné. Et Grafana, c'est un outil de visualisation. Donc, quand tu utilises OpenTelemetry ou Prometheus, Grafana, ça suffit, il faut juste avoir accès à la base de données. Par contre, oui, sur la stack GTL, le meilleur exemple, je pense, c'est Tempo. Tempo, il n'y a pas de protocole pour les traces. Celui qu'on recommande par défaut, c'est OpenTelemetry. Puis pareil pour les logs sur Loki, tu peux les envoyer avec OpenTelemetry. Pareil pour les metrics, c'est possible, oui. Il y a une question, il y a une question. Applaudissez, mais il y a encore une question. Vous pensez à adopter Je pense qu'on va rester des très bons collectionneurs d'outils. Aujourd'hui, on le voit dans certains projets, on aime bien quand même avoir des outils de pointe et typiquement, dans ma vision, Elastic est super pour les logs. Le Mimir de chez Grafana ou Grafana Enterprise Metrics est super aussi pour l'aspect métrique et pour les traces applicatives. Je ne suis pas développeur, je n'ai pas de préférence. Je vois juste du Dynatrace tourner, du Elastic APM, du Tempo, l'usage d'OpenTelemetry aussi pour faire les traces applicatives. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'on se tournera vers des solutions full Grafana ou full un éditeur, parce que ça aussi nous piège sur un éditeur. Et si demain l'éditeur venait à couler pour une raison X ou Y, par exemple, on ne veut pas se retrouver en défaut, par exemple. C'est un exemple, je touche du bois. On peut se faire acheter par Cisco. Écoutez, merci beaucoup.